La crise ivoirienne, parce que je pense qu'ici personne n'ignore que la crise ivoirienne n'a pas démarré le 28 novembre 2010. Le gris-gris depuis 2002 est du côté de la souveraineté ivoirienne, car le panafricanisme est du côté de la souveraineté ivoirienne, qu'il est bon que ce soit rappelé. Et donc le plus normalement du monde, si vous m'avez vu sur France O, c'était pas un exploit de ma part, si je puis dire, c'était la juste logique. Le Gris-Gris est un journal satirique panafricain. En tant que tel, au moins en tant que panafricain, satirique je ne sais pas, mais au moins en tant que panafricain, il se devait d'être aux côtés des panafricains et de l'Afrique indépendante, libre et souveraine. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que depuis le mois de décembre 2010, on sait de quel côté sont la souveraineté, la liberté et l'indépendance africaine relativement à la Côte d'Ivoire. Ceci étant posé, vous avez remarqué aussi que depuis cette intervention sur France O, on ne m'a pas souvent réinvité. Pourtant, j'étais prêt, hein, je voulais bien aller sur TF1, je veux bien même faire la Star Academy, ça pose pas de problème. Mais ça s'est coincé. Je vous signale que ça se décoince en ce moment, sur le plan médiatique. Je vous le dis parce que, à vous, il est bon de le savoir. Et que vous pouvez même... Vous avez peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais vous avez contribué beaucoup depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois à décoincer le verrou médiatique. Alors je vous donne un tout petit exemple très anecdotique, mais qui vous fera comprendre très bien ce que je veux dire. Il y a quelques semaines, Bernard Houdin, le représentant du porte-parole, travaillait beaucoup auprès de l'hebdomadaire Marianne pour réussir à faire passer dans Marianne des extraits d'un livre de Charles Onana, dont vous avez tous, je pense, entendu parler. Voici, qui est un livre admirable que je recommande, au même titre que je recommande celui-ci. Voilà, comme ça on a fait la promo de tous les livres. Et Marianne, au dernier moment, a refusé. Maurice Safran, le directeur de Marianne, a finalement dit non, non, on ne soutient pas Gbagbo. Ils ont, comme on dit dans le vocabulaire journalistique, trappé le sujet. Le journaliste qui s'appelle Alain Léautier, il faut retenir les noms des journalistes qui ne vous sont pas défavorables, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, ça ne fait pas beaucoup de noms à retenir, et surtout, il faut les suivre. Alain Léautier a lu le livre d'Onana sérieusement, il en a tiré un article sérieux, et qui, comme toute chose sérieuse, vous est favorable. Parce qu'il n'y a que les gens pas sérieux qui sont favorables à Ouattara. Ça a l'air d'une plaisanterie, mais quand on va un peu plus loin, on le vérifie. Là où je veux en venir, c'est que Léautier, le journaliste, très vexé, très blessé que son article ne passe pas, a réussi à le mettre sur le site de Marianne, marianne2.fr. Et en fait, un certain nombre de mots d'ordre ont été donnés sur les réseaux sociaux, type Facebook, etc., pour que les Ivoiriens et les Panafricains aillent en masse sur le site de Marianne pour les féliciter. Alors en se bouchant le nez et en se bouchant les oreilles, il n'y a aucun de vous ne croit à Marianne et moi non plus, c'est un torchon. Mais ce qu'ils ont fait ce jour-là, en publiant sur le site un article très favorable, était à noter. Ça a été noté, on a encouragé beaucoup les Ivoiriens à relayer, à faire savoir ça. Résultat des courses, en 48 heures, le site de Marianne a enregistré plus de 20 000 visites. Ces 20 000 visites venaient de vous, parce que le reste de la population ne s'est pas senti forcément concerné. Là où ça nous amène, c'est que Marianne, à partir de cet état de fait, a finalement décidé, 2 numéros plus tard, de publier dans la version papier l'article qu'ils avaient d'abord censuré. Donc, ça nous donne grand espoir sur une chose. Les possibilités d'audience, c'est-à-dire le commerce, la possibilité de vendre de l'espace à des publicitaires, c'est une perspective tellement affriolante pour les gens qui font des médias en France qu'il est possible que dans le cadre du combat politique, les consignes données par le Quai d'Orsay interdisant aux médias français de laisser la possibilité d'un espace pour Gbagbo, si vous représentez une audience suffisamment importante pour que le média se pose la question, qui dois-je écouter? Ceux qui payent le journal ou ceux qui vont sur le site, ou le Quai d'Orsay qui ne me paye rien? Si Marianne a fini par publier dans les pages papier un article qui n'était que sur le site,
c'est bien la preuve que les consignes du Quai d'Orsay ne pèsent pas plus lourd que la perspective du gain. C'est très important. Ça veut dire que si dans tous les supports qui parlent de Côte d'Ivoire de façon non négative ou non unilatérale ou non malhonnête, si vous y allez, que vous laissez des messages, que vous les encouragez, que vous les poussez à relayer et à réitérer, ils le feront. Parce qu'ils préfèrent vous avoir comme public qu'écouter forcément ce que leur dit un Quai d'Orsay ou un ministre des Affaires étrangères qui ne paye pas à la fin du mois l'impression du journal et le fonctionnement du site. Donc c'est une petite information très anecdotique mais très importante sur le plan politique. Si vous tapez fort dans les endroits où on parle de vous, alors ces endroits reparleront de vous. Le gris-gris en est la preuve absolue. Je me suis engagé à vos côtés dès le mois de décembre, mais quand en janvier j'ai vu que les statistiques du site du gris-gris étaient multipliées par 2, 3, 4, ça ne m'a pas encouragé à vous abandonner. Je me suis dit, bon, je me suis mis du côté des plus forts, mais en plus c'est les plus nombreux. Donc, il faut avoir ça en tête, vraiment, c'est très 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 important, parce que vous ne savez pas, je l'ai mesuré en vous rencontrant à Bruxelles, à Paris, enfin un peu partout, vous ne savez pas quel poids vous avez, vous ne savez pas quel poids économique vous représentez, quel poids politique, quel poids moral, quel poids symbolique. Je prends l'exemple, parce que je suis journaliste satirique, il me faut donc parler des choses qui dérangent tout le monde. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, dans le cadre de la politique française, relativement aux élections de 2012, sont, comment je vais dire ça, dans le doute, difficile d'appeler à voter François Hollande, sachant qu'auprès de François Hollande, il y a Jean-Pierre Mignard, qui est avocat d'Alassane Ouattara. Ça, c'est une information qu'il vous faut avoir quand même. Un des 5 amis les plus proches de François Hollande est un avocat d'Alassane Ouattara. Ça, c'est un fait. En face, vous avez Nicolas Sarkozy, bon, il n'est pas utile qu'on en discute plus longtemps. Et puis après, il n'y a rien. Après, je veux dire, il n'y a rien de présentable, puisqu'on va dire que Marine Le Pen n'est pas présentable, que Bayrou ne représente rien, etc., etc. Moi, je vous dis que quand vous discutez avec des Français, qu'ils soient, je parle de Français blancs, les Français, les sous-chiens, comme dit Ouria Boutelja, quand vous parlez avec eux, vous n'êtes pas obligé d'être honnête, vous n'êtes pas obligé d'être sincère. Ce qui va se passer entre vous et vous-même à l'intérieur de l'isoloir ne regarde que vous, à titre individuel. Et en dernière instance, au mois d'avril et au mois de mai, lorsque vous voterez en France, vous voterez pour qui vous plaît. Et personne n'a rien à vous dire là-dessus, c'est la base de la démocratie. Il n'empêche que d'ici là, si un journaliste, si un représentant mandaté quelconque vous demande pour qui vous votez, moi je pense que vous devez vous amuser. Parce qu'il est bien temps que vous vous amusiez aussi, vous serrez les dents depuis quelques années. Donc vous pouvez sourire un peu en disant, je ne sais pas, pour l'instant, qui a défendu la cause de la souveraineté ivoirienne dans le personnel politique français. Et vous arriverez à ce paradoxe étonnant qu'il n'y a que, finalement, je vais identifier trois sources politiques françaises qui vous ont défendu. Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'a pas défendu la Libye. C'est donc à voile et à vapeur son soutien pour la souveraineté. La souveraineté ivoirienne, oui, la souveraineté libyenne, non. Marine Le Pen, qui aura été sur les deux impeccable, je ne peux pas dire autrement, et le Parti communiste français. Bon, historiquement, j'en veux pour preuve que le journal L'Humanité, au mois d'avril-mai, a fait ses meilleurs scores. Et ça retombe sur ce que je vous disais en ouverture, l'Huma n'a jamais tant vendu que quand elle a parlé de vous. Donc, ces trois tendances politiques, officiellement, sont pour la souveraineté, pour l'indépendance et contre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Qui vous interdit de jouer avec ça? C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, de dire j'hésite, je peux voter communiste, peut-être Mélenchon, peut-être Front National. Parce que vous avez des raisons de voter une chose ou une autre. Pour un Français, aujourd'hui, c'est compliqué. Savoir la différence entre Hollande et Sarkozy n'est pas simple du tout. Par contre, pour vous, c'est très simple. Il y a ceux qui vous ont respecté et ceux qui vous ont vomi.
C'est pas très compliqué. Ceux qui vous ont respecté, il y en a 3, vous les connaissez. Je ne vous dis pas de voter pour eux, je vous dis, n'ayez pas peur dans le jeu politico-médiatique de dire ce qu'il vous plaît. Après, vous ferez ce que vous voulez, c'est en conscience, personne n'a rien à vous dire là-dessus. Mais je vous jure qu'un journaliste français, si les Ivoiriens, qui sont peut-être quelques milliers en France, je crois on dit 13 000, 14 000 dans ceux en âge de voter, c'est pas vous qui allez changer l'élection. Je veux dire que l'élection française ne va pas se jouer sur la minorité ivoirienne. En revanche, sur le plan symbolique, sur le plan de l'image, sur le plan médiatique, si les Ivoiriens disent « nous ne voterons pas socialistes car les socialistes nous ont trahis », c'est beaucoup plus pénible pour François Hollande que de perdre quelques milliers de voix. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes des adultes, vous avez tous les droits. Vous pouvez dire ce qu'il vous plaît pour compliquer le jeu français, le rendre complexe, parce qu'il est complexe. C'est pas simple. Vous savez que la droite n'est pas unanime. Il y a eu des renversements incroyables. La droite Quai d'Orsay, qui est historiquement votre ennemi, vous a été favorable cette fois-ci. C'est-à-dire que les vieux briscards du Quai d'Orsay, les gaullistes un peu racistes, un peu tout ce qu'on peut imaginer, étaient pour la légitimité. Parce qu'eux pensaient, d'après moi à juste titre, qu'Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy défendent des intérêts américains et non pas français. Ça ne fait pas du Quai d'Orsay des honnêtes gens, mais ça fait des alliés de circonstance. Vous vous êtes retrouvés défendus par des gens comme Jean-François Probst. Pour moi, Jean-François Probst, ça va à la poubelle directement, normalement, historiquement. Il n'empêche que sur cette affaire, il est plus proche de vous que bien d'autres. Didier Julia, enfin, je ne vais pas faire la liste de... Donc, vous voyez bien que la droite n'est pas unanime. La gauche ne l'est pas non plus, puisque le PS vous a trahi, vous a abandonné depuis 2003-2004, et il a même peut-être été le pire en 2010-2011. Voilà ce que ça c'est la première chose que je voulais dire par rapport à la situation française elle-même. Je ne peux pas mieux vous dire, faites-vous confiance. J'ai vu des fois dans les manifestations des gens qui vous encourageaient à vous applaudir. Moi, je ne vais pas vous dire de vous applaudir, je vais vous dire faites-vous confiance. Vos intuitions, vos audaces, vos fantaisies seront plus profitables que tous les mots d'ordre. Vous avez votre analyse de la situation, elle est valable. N'ayez pas peur. Au fur et à mesure, en face, ça s'effrite. Chaque semaine, il y a un certain nombre de révélations qui vous donnent raison. Donc, voilà pour la situation française. Je voudrais vous entretenir aussi quelques instants sur les camps de réfugiés au Ghana, puisque ce sont ceux-là qu'il m'a été donné de visiter. Alors, je m'empresse de préciser que j'ai été au Ghana à l'initiative du porte-parole Justin Koné-Katinan et aux frais de la mouvance Gbagbo autour de Justin Koné-Katinan. Je n'ai pas payé et on ne m'a pas payé. Comme ça, c'est clair, c'est précis, mais on m'a payé le billet d'avion, on m'a payé l'hôtel, on m'a emmené en voiture jusque dans les camps. C'est donc qu'on souhaitait informer le monde de ce qu'on peut y voir. Mais il est important de savoir que ces gens-là travaillent pour vous et travaillent pour l'information. Ils font venir un journaliste, car, aussi énorme que ça puisse paraître, depuis le 11 avril, aucun journaliste occidental ne s'est rendu dans ces camps de réfugiés. Alors qu'habituellement, les camps de réfugiés sont pratiqués par tous les journalistes, c'est presque un début de carrière de jeunes journalistes. Donc, on m'a emmené tout d'abord au Bénin, où on m'a emmené rencontrer, je vous le dis maintenant parce que je n'ai pas encore montré tout ça sur Internet, ça va venir au fur et à mesure, on m'a fait rencontrer l'ancien président Zinsou du Bénin, qui, même s'il ne peut pas le dire officiellement, ne vous est pas défavorable. C'est toujours bon à savoir, ça peut servir. On m'a emmené voir ensuite le descendant du roi Béhanzin, qui venait d'être intronisé, et à qui on a remis le livre de Charles Onana, qui est ici, mais parce que le livre de Blé Goudé n'était pas encore arrivé. Mais en tout cas, il a reçu le livre d'Onana, et il compte aussi parmi vos soutiens. Il n'a pas une importance politique et économique énorme, mais il a une importance symbolique fondamentale qui ne vous échappe pas, j'en suis sûr. Le descendant du roi Béhanzin est de votre côté et ne manque pas de voir des parallèles entre ce qui est arrivé à son aïeul et ce qui arrive à votre président. Ça, c'est posé. Ensuite, nous sommes allés au Ghana.
Tout d'abord, au camp de Ampin. Alors, certains d'entre vous peut-être ont vu déjà sur Internet, j'ai mis 4 ou 5 films courts, qui pour l'instant étaient des films qui ne disaient rien, qui ne faisaient que montrer l'accueil qu'on a reçu. Parce que c'était ça, c'était la première chose importante, vous montrer que les gens dans les camps sont plus enthousiastes que vous. Je ne le dis pas pour vous culpabiliser, je vous le dis pour que vous sachiez dans quel état d'esprit ils sont. Chez eux, il n'y a pas de discussion. Non seulement Gbagbo a gagné, mais il y a... Je vais résumer le mot d'ordre. Sans Gbagbo, il n'y a rien. J'ai entendu ça à toutes les minutes. Je l'ai filmé chaque fois que j'ai pu. Quand j'ai fait mes montages, j'ai même eu peur de vous fatiguer à force d'entendre répéter toujours la même chose. J'ai rencontré des centaines et des centaines de gens avec ma caméra. Tous disent la même chose. Ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays car ils sont terrorisés du fait de ce qu'ils ont subi. Et pour certains, ce qu'ils ont subi ne remonte pas au 28 novembre, mais remonte à 2002, à 2004, à 2005, etc. Donc il y a une terreur première. Secondement, ils disent, et ça pose un problème qu'il faudra soulever, ils disent qu'il y a dans leur maison, sur leur terrain, ils ne disent pas des djoulas, ils ne disent pas des nordistes, ils disent des burkinabés. C'est très précis. Moi, dans ce voyage, j'étais à la fois avec le porte-parole Koné Katinan, mais aussi par moments avec une des avocates du président Gbagbo, Maître Bourtoumieux. Je lui ai demandé, je lui ai dit...